Donc, merci pour cette invitation. Aborder donc le Covid-19 chez les déficits immunitaires secondaires, la première question, est-ce que c'est véritablement un groupe à risque? Et ça, c'est pas une question si simple à répondre. Quand on cherche à estimer l'incidence dans ce groupe, je vais l'illustrer par le sondage qui a été réalisé chez des patients britanniques atteints suivis pour une maladie rhumatologique. 65% d'entre eux étaient sous traitement immunosuppresseur. En fait, on se rend compte que ce sont les patients tout de suite qui se sont mis en quarantaine bien avant des mesures de restriction sanitaires gouvernementales. Néanmoins, sur le schéma d'en dessous, on voit que si on regarde la prévalence du Covid-19 en fonction de différentes variables, on voit que cette prévalence est significativement plus forte dans le groupe des patients sous glucocorticoïdes, dans cette population de maladies auto-immunes. Et le schéma de droite vous montre aussi que la prévalence du Covid-19 est la plus forte chez les patients atteints d'une maladie hématologique, ici principalement représentée par le lymphome et le myélome. Donc, c'est des résultats qui suggèrent effectivement que c'est une population à risque d'infection Covid-19. La seconde question, c'est est-ce qu'ils sont à risque de faire une forme sévère? Et donc ici, on a la communication orale d'Adrien Schiss qui reprend une cohorte de 92 patients atteints d'un déficit immunitaire secondaire. Donc c'est très petit, mais il faut me faire confiance, c'est principalement représenté par des patients atteints d'une maladie hématologique ou maladie rhumatologique. Et ce que l'on voit, c'est sur le schéma de droite, eh bien que la proportion de patients avec un test positif décédé est beaucoup plus importante dans la population déficit immunitaire secondaire comparée à la cohorte nationale britannique et surtout qu'elle est beaucoup plus mortelle à un âge moins âgé que dans la population générale. Autrement dit, dans cette cohorte, on arrivait à un taux de mortalité de 45% avec un âge médian de mortalité autour de 66 ans versus plus de 80 ans dans la population générale britannique. Alors, cette gravité et cette mortalité, on la retrouve aussi dans les autres populations de déficit immunitaire secondaire, donc les patients transplantés d'organes solides. Sur le schéma de droite en haut, en plus bas, on voit que ce sont les patients qui font des formes significativement plus sévères, de même que les patients atteints d'un cancer adulte, à l'âge adulte. Sur le schéma en bas à gauche, on voit aussi que ce sont des patients qui vont aller significativement plus en réanimation et malheureusement aussi avoir un taux de mortalité plus élevé. Le premier schéma, le schéma A, montre que la population des transplantés d'organes était principalement constituée de greffés rénaux et donc on voit aussi que c'était eux qui avaient le plus de comorbidité, donc des facteurs de confusion à prendre en compte, donc plus hypertendus, plus diabétiques. Enfin, le dernier schéma, on voit donc les différents plots, donc ça représente le taux de mortalité en fonction du sexe, de l'âge et du cancer solide ou liquide. Et on voit que les plots les plus roses, en fait, représentent les taux de mortalité plus élevés, quel que soit l'âge finalement et le sexe, chez les patients atteints d'un myélome ou d'un lymphome. Le plot rouge, ce sont les patients atteints d'un cancer pulmonaire chez les sujets âgés masculins, probablement liés plus au terrain pulmonaire altéré sous-jacent. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de mortalité? On reprend la communication orale d'Adrien Schiss. Ce qui met en évidence, c'est que la présence d'une lymphopénie avant l'acquisition de l'infection Covid-19 était un facteur de risque de mortalité, retrouvant l'analyse univariée, et de même que la prise de glucocorticoïdes au long cours. En conclusion, donc un taux de mortalité à 45% en analyse univariée pour ce groupe de patients atteints d'un déficit immunitaire secondaire versus 7% pour la population générale. Et c'est ce facteur de risque lié aux glucocorticoïdes, c'est ce qu'on retrouve en méta-analyse ici de 2021, avec en plus un élément un peu un surrisque pour les patients qui prennent des glucocorticoïdes à une dose supérieure à 10 mg par jour. Et puis on retrouve aussi de manière significative un surrisque de mortalité pour les patients sous rituximab. Autre communication orale dont les données n'ont pas été publiées, je vous présente donc pas les schémas, d'une équipe italienne qui s'est intéressée en fait aux patients qui rentraient dans leur service pour un Covid oxygénodépendant, à regarder s'ils avaient une hypogammaglobulinémie à l'entrée ou pas. Donc c'est une cohorte qui est principalement constituée d'hypogammaglobulinie secondaire, d'origine secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà l'influence sur la durée de la maladie. On a des patients, les patients atteints d'une hypogammaglobulinie ont une durée médiane de Covid symptomatique estimée à 31 jours versus 19 jours pour ceux qui n'en ont pas. Et puis, malheureusement, c'est ces patients atteints d'une hypogammaglobulinémie, c'est ceux qui vont aller significativement plus en réanimation, avoir une ventilation mécanique et un surrisque infectieux. Quand on regarde le groupe seul d'hypogammaglobulinémie, ceux qui sont à la réanimation et ceux qui ne sont pas allés, eh ben, les patients qui étaient sous substitution par immunoglobuline avant l'acquisition du Covid-19, ça semblait être un facteur protecteur de ne pas aller en réanimation.
Enfin, lorsqu'on regarde groupe hypogamma sans hypogamma une fois qu'ils sont en réanimation, là, l'hypogamma n'influençait pas le taux de mortalité, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Alors, il y a eu 2 séances plénières, réalisées donc par Alain Fischer et Jean-Laurent Casanova, avec le même fil conducteur, hein. Comment expliquer la sévérité de la maladie? Comment expliquer que, parmi les sujets jeunes, certains vont aller faire un covid grave en réanimation et puis chez les sujets âgés, pourquoi certains y vont et d'autres non? On l'a bien compris que l'outcome de ce Covid-19 était lié initialement à une réponse inappropriée de l'immunité innée, principalement liée à un défaut de production d'interférons de type 1 et de type 3. Donc c'est des données, des informations qui étaient connues, hein. L'interféron de type 1, c'est un élément essentiel dans l'immunité antivirale. Et ce défaut de production, il était déjà décrit dans des infections virales graves, par exemple comme la grippe en réanimation. En fait, donc, on voit que ce défaut de production est retrouvé aussi chez les patients atteints d'un Covid sévère. Et il y a plusieurs éléments qui modulent cette production. Le virus lui-même, dans son matériel génétique, il va avoir du matériel, des gènes qui vont aller de manière négative diminuer la production de l'interféron. On voit aussi que le patient et ses comorbidités vont influencer de manière négative cette production. Et puis enfin, il y a des facteurs génétiques et de l'auto-immunité. Excusez-moi. Et donc ça, ce sont les 2 papiers publiés en 2020 dans Science. Le premier schéma montre en fait que chez les Covid graves, chez des sujets jeunes, moins de 60 ans, ils étaient surtout entre 40 et 50 ans, on retrouve chez 5% d'entre eux eh bien, des mutations monogéniques, donc des mutations présentes dès la naissance, qui sont de type perte de fonction. Et ces mutations vont altérer la voie de production de l'interféron au moment de l'acquisition du signal, de la transmission du signal jusqu'à la réponse effectrice. Et puis chez les sujets âgés, on retrouve maintenant 20% de ces patients sujets avec Covid grave en réanimation, eh bien on retrouve des auto-anticorps dirigés contre l'interféron de type 1, probablement là aussi une susceptibilité génétique qui reste à identifier. Donc avec ces deux découvertes, ça permet donc effectivement d'expliquer 25% maintenant des Covid graves et surtout d'avoir une idée de la physiopathologie dans ce Covid grave, avec une première étape où l'immunité innée est défaillante, avec un défaut de production d'interférons qui ne va pas permettre d'empêcher cette réplication virale de s'expandre et donc d'envahir les voies aériennes, où là les globules blancs vont tout faire pour essayer d'endiguer cette réplication, menant à un état inflammatoire jusqu'à l'orage cytokinique. Autre élément lors de cette séance plénière, eh bien, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce défaut de production de l'interféron de type 1, il est très précoce. En fait, là, c'est une analyse par analyse transcriptomique au niveau des voies aériennes supérieures. On voit finalement que les gènes qui sont censés être stimulés pour la production d'interférons sont déjà à défaut dès le début de la maladie dans les voies aériennes supérieures. Donc, avec ces informations et l'explication de cette forme grave pour 25% de ces patients, on comprend bien qu'on ne va pas avoir les mêmes enjeux thérapeutiques à ces 2 phases de la maladie. Une première phase où les anticorps monoclonaux sont une piste, l'interféron, peut-être une utilisation locale aussi en est une autre. Et puis, à la phase inflammatoire, c'est bien sûr les glucocorticoïdes qui vont avoir cet effet anti-inflammatoire et d'autres immunosuppresseurs. Alors pour terminer, donc la vaccination, 3 communications orales. Je dirais que le biais, c'est que toutes ces communications orales, comme vous le voyez, elles sont principalement britanniques. Je vais le préciser pour chacune d'entre elles, mais on n'a pas toujours la proportion de Pfizer ou d'AstraZeneca dans ces cohortes. On verra aussi qu'il y a une grande hétérogénéité des patients qui constituent ces différentes cohortes. Donc la première communication orale de l'équipe de Londres, du docteur Dempster, c'était donc un groupe de 52 patients qui étaient suivis pour déficit immunitaire. On retrouve une dizaine de déficits immunitaires primitifs dans ce groupe. Ils avaient la même proportion de patients atteints de Pfizer et d'AstraZeneca et ils ont comparé la réponse, le taux de séroconversion et le titre d'anticorps entre ces 2 groupes. Il n'y avait pas de différence. Même si on voit que la médiane sur le titre d'anticorps dans le groupe Pfizer était quand même un peu plus élevée, même si c'était pas significatif. Et puis, autre élément qui met en évidence, c'est que les patients qui étaient avant cette vaccination substitués par voie subcutanée ou IV par immunoglobuline, et ben là aussi, ça altérait la séroconversion de manière significative chez les patients qui recevaient cette substitution. Donc quand même des données à contrôler, c'était toujours une étude en cours d'inclusion et probablement des données à contrôler avec un peu plus de puissance.
Deuxième communication orale qui concerne l'efficacité vaccinale chez des patients atteints d'une insuffisance rénale chronique. Alors là aussi, donc cette fois-ci, c'est une cohorte très hétérogène avec donc l'indication pour entrer dans cette cohorte, c'était d'avoir une insuffisance rénale chronique de stade 3, 4, 5. Donc ça regroupe des patients transplantés de reins, des patients de dialyse, des patients avec syndrome néphrotique sous corticoïdes et puis après tout type d'insuffisance rénale chronique. Donc là aussi, c'était une étude qui était toujours en cours d'inclusion sur des données préliminaires de 70 patients. Ce qu'on voit, c'est un taux de séroconversion après la première dose est autour de 35% et qui monte à 69% après la seconde dose. C'était l'idée de cette cohorte, cette constitution de cette cohorte, c'était aussi pour valider les résultats sur des cohortes par rapport aux cohortes américaines qui sont dans des chiffres équivalents. Je mettrai une petite limite sur ces résultats, comme c'est comme un groupe très hétérogène. Sur les patients dialysés, le taux de séroconversion après la seconde dose est plutôt autour de 50%, donc c'est quand même un chiffre plus important dans celle-ci, probablement lié justement à l'hétérogénéité du groupe. Et puis enfin, dernière communication orale par Adrien Schiltz, qui a constitué donc une cohorte de patients atteints d'un déficit immunitaire humoral. Donc c'est très petit, je ne sais pas si vous voyez sur vos écrans. Ce groupe, au final, ça sera 1000 patients. Les critères, c'était donc un déficit humoral avec sous substitution ou un déficit humoral symptomatique nécessitant une prophylaxie antibactérienne. Et donc sur la première partie de la diapo, ce qu'on voit en haut et en bas, c'est effectivement un taux de séroconversion beaucoup plus faible après la première dose, qui est rattrapé après la seconde dose autour de 50%. Et puis, sur la diapo, on voit que dans cette cohorte, on arrive à un taux de séroconversion totale de 55% comparé à la cohorte contrôle pitch, qui sont des soignants vaccinés, qui est à 100%. Ce qui était intéressant dans cette communication orale, c'est qu'elle aborde en fait la réponse cellulaire induite par la vaccination. La diapo en haut à droite vous montre donc la réponse immunitaire de type cellulaire induite sur l'exposition d'une protéine spike ou nucléocapside. Et ce qu'on voit, c'est que suite à cette exposition, on a une réponse de 48% vis-à-vis de l'antigène du peptide spike et 15% par rapport au peptide nucléocapside. La petite limite, c'est que c'est une étude sur 100 patients. Ils n'ont pas encore terminé l'inclusion de tous les malades, l'analyse de tous leurs malades. Et puis enfin, la diapo d'en dessous, c'est surtout un schéma donc sur 88 patients qui met en évidence en fait la corrélation directe entre l'induction de l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. L'un ne va pas sans l'autre après la vaccination. Et puis une séance plénière a eu lieu sur la vaccination. Alors c'était principalement sur la cohorte européenne de patients atteints d'une maladie rhumatologique, même s'il y a des résultats. Les résultats sont assez similaires finalement avec les patients transplantés. Le premier, c'est qu'on n'a pas vu de signes spécifiques, d'effets secondaires spécifiques à cette population. On voit que 13% de patients, on a déclaré 13% où des patients avaient une maladie un peu plus active, même si on n'a pas mis en évidence de cause-effet avec la vaccination. Et finalement, 5% de ces patients seulement vont avoir une modification thérapeutique. Ce qu'on retient, c'est que dès que la maladie était sévèrement active, la vaccination a toujours été retardée. Par rapport à la réponse vaccinale, comme dans les autres groupes de déficit immunitaire cellulaire, on voit qu'il y a aussi une réponse réduite qui est principalement due en fait au traitement immunosuppresseur que ces patients avaient. On voit que c'est le taux d'anticorps détectable montre qu'il y a 25% pour les patients sous rituximab. On voit aussi que les patients sous MMF ou sous méthotrexate, ça a aussi un impact sur la production d'anticorps. Enfin, là aussi, la seconde dose permet d'augmenter ce taux de séroconversion. Et puis, dernière question qui a été débattue, c'était est-ce qu'il fallait suspendre de manière transitoire ces traitements au moment de la vaccination. Les recommandations américaines ont été citées où finalement elles s'expriment que sur le traitement du rituximab ou essayer effectivement d'avoir ces 4 semaines d'intervalle avant le cycle suivant du Ritux. Par rapport aux autres traitements, ça a été fait. Il y a eu un sondage qui a été fait chez les patients, chez les médecins qui suivaient des malades de rhumatologie. Et on voit que effectivement, certains médecins ont suspendu le traitement immunosuppresseur, alors surtout quand c'était le méthotrexate ou le MFF, entre 3 à 5 jours au moment de la vaccination, même s'il n'y a aucune recommandation sur ce point.
En conclusion, on l'a bien compris, les patients atteints d'un déficit immunitaire secondaire vont faire des formes graves, ont un taux de mortalité qui est élevé. On arrive à identifier des facteurs de risque, mais on a bien compris qu'on n'aura pas d'influence dessus. Je parle par exemple du patient transplanté à 1 an de greffe qui est sous corticoïdes. On ne pourra pas avoir d'impact sur ce facteur-là. Je n'ai pas parlé de la prise en charge thérapeutique parce qu'au cours de ce congrès, il n'y a pas eu de papier de communication sur une prise en charge thérapeutique spécifique pour ce groupe de patients. C'est quand même difficile à identifier une prise en charge spécifique parce que les études ont surtout été faites sur la première vague, au moment où il y a eu beaucoup de traitements qui ont été tentés, avec finalement donc des groupes de traitements où il y a un faible nombre de patients. Donc difficile d'en sortir une analyse. On voit que la réponse vaccinale, elle est partielle, parfois inexistante, surtout chez les patients sous anti-CD20. Néanmoins, c'est des résultats qui encouragent à poursuivre la vaccination. Et quand on voit finalement ce paysage épidémiologique avec ces facteurs de risque, ce taux de mortalité chez ces patients, et finalement une prise en charge thérapeutique, peut-être effectivement les anticorps monoclonaux vont être une piste, mais on n'est pas encore là. On est plutôt dans une situation avec un bénéfice en faveur d'une 3e dose. Enfin, les analyses sur l'efficacité vaccinale sont toujours en cours et probablement seront peut-être des arguments supplémentaires en faveur d'une 3e dose chez ces patients. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est évidemment passionnant. Il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas de questions dans le chat. Je pense que nous, on a beaucoup travaillé au CEREDI sur les recommandations à donner. Je crois que les néphrologues ont déjà fait une 3e dose à leurs patients. Ça marche pas toujours. Il y en a certains qui ont déjà fait une 4e, je crois. Certains centres voilà. de transport. Donc, je pense qu'on peut aller jusqu'à 3 doses dans les déficits immunitaires primitifs et secondaires quand on sait qu'il n'y a pas de réponse aux 2 premières. Les anticorps monoclonaux, ça a une place extrêmement importante, je pense. C'est-à-dire, on a quand même dit que quand il n'y avait pas de réponse immunitaire chez nos patients très fragiles et qu'on le savait, la découverte d'une maladie Covid dans les 5 premiers jours qui suivaient les symptômes justifiait d'une supplémentation en anticorps monoclonaux. Les quelques cas qu'on a fait, nous, sont quand même très impressionnants. Puis il commence à y avoir des études qui montrent que c'est extrêmement efficace. Donc ça doit rester, en tout cas, il faut y penser de façon systématique et prévenir les patients parce que c'est une des choses importantes. Est-ce que tu as vu quelque part, c'est une question que je me posais pendant que tu parlais, est-ce qu'il y a une relation entre les effets indésirables des vaccins et leur efficacité? Est-ce qu'on sait ça? Non. Si quand on a beaucoup de fièvre, des céphalées, mal au bras et des ganglions, est-ce qu'on fabrique plus d'anticorps? Est-ce qu'on sait ça? Tu sais, toi, Non, Nida? je crois qu'on ne connaît pas. Mais ça n'a pas été regardé, en Ça n'a fait. pas été regardé, en effet. Il y a très peu d'études, il commence à y en avoir, sur les effets secondaires, les effets secondaires chez les patients atteints de déficit immunitaire primitif, mais d'autres sont en cours. Mais alors, je crois en termes de corrélation, efficacité et symptômes liés à la vaccination en effet secondaire, je ne crois pas qu'il y ait ça.